Merci beaucoup. Alors, je remercie d'autant plus chaleureusement Hélène et Jean-Charles. Oui, oui, non, mais montre-moi juste. Ok, c'est parfait, parfait. Merci. Alors, je remercie d'autant plus chaleureusement Hélène et Jean-Charles de leur invitation qu'ils ne mesuraient pas tout à fait les risques qu'ils couvraient en faisant appel à un collègue si peu versé dans la culture du XVIe siècle, mais l'enthousiasme et la perplexité où ont plongé ces dernières années le retour à la scène de plusieurs grands opéras du XIXe à sujet xvièmiste, les Huguenots, le Prophète de Meyerbeer, le Pré au clair de Hérold, Don Carlos de Verdi, m'ont fait dépasser mes réticences premières et me présenter ce matin tout à fait en amateur devant vous. S'il est un lieu par excellence du XIXe où le XVIe s'anime et prend vie, c'est la scène du grand opéra à la française, à décors et costumes somptueux, tel qu'il se développe à partir des années 1830. Qui voudrait se livrer à une liste? Elle est sur le petit dossier que j'ai fait circuler là. Je n'avais pas prévu une assistante aussi nombreuse, il y en a à peu près 50, peut-être on peut se le partager. Qui voudrait donc s'essayer à une liste que j'ai mis en tête du petit dossier, et que vous avez aussi en partie à l'écran, s'apercevrait très vite que le XVIe fait retour sur la scène lyrique du XIXe avec une obsessive régularité. Je ne commente pas cette liste parfaitement empirique, j'ai mis dans la colonne de gauche la date de création de ces opéras, et dans la colonne de droite, le temps de l'action de ces opéras. Mais j'en tire deux choses. D'abord, qu'il s'agit d'un très large XVIe, qui n'est pas cantonné à des épisodes précis, fussent-ils les plus violents, mais semble puiser à une triple source. D'abord, les querelles religieuses, violence, passion, antagonismes radicaux dont se repaît toujours l'opéra. Ensuite, les grandes découvertes qui permettent, là encore, d'accentuer des oppositions majeures entre cultures très spectaculaires à l'opéra et de céder à un grand spectacle d'images. Enfin, la Renaissance italienne avec le destin de ces micro-États et des artistes qui les traversent. Dans tous ces cas, dans tous les cas de cette liste, il s'agit surtout de satisfaire à une exigence croissante du public pour le grand spectacle, pour la monumentalité des décors et le charme des costumes, et même pour ce qu'on appellerait aujourd'hui les effets spéciaux, que l'on demande avec insistance à mesure que les progrès technologiques de la scène se développent. Et il n'est peut-être pas fortuit qu'un opéra à sujet xviémiste ait vu en 1849 la première utilisation mondiale de l'électricité sur la scène, le lever du soleil dans le Prophète, qui avait charge d'éblouir absolument les spectateurs et peut-être, on est en 1849, de signifier l'aube d'une ère nouvelle. Le Prophète offre aussi un cas d'école politique, dont le livret fut composé par Scribe dans les années 1840, mais qui fut mis en scène en pleine Deuxième République et qui montre avec une audace saisissante aujourd'hui, pour ceux qui l'ont vu récemment, la création par des anabaptistes allemands d'une société utopique de type communiste, mais simultanément la dérive dictatoriale de cette utopie sous les coups d'un fanatisme religieux tout à fait frappant. On comprend que les historiens récents, nombreux, se soient beaucoup intéressés à ces spectacles et soient parvenus à montrer combien ce XVIe siècle était porteur d'enjeux brûlants pour le XIXe, tout traversé de soubresauts politiques et religieux. C'est pourquoi, délaissant ce milieu du siècle, très étudié sous l'angle de l'idéologie et de la politique, je vais m'arrêter à un cas de l'extrême fin du XIXe et du début du XXe siècle, qui me semble, par maints aspects, s'offrir comme un point d'aboutissement à cette petite histoire que j'ai esquissée sur cette liste. Créée en 1903 à l'Opéra Comique, la reine Fiammette
du compositeur Xavier Leroux sur un livret de Catulle Mendès réunit en effet deux des trois traits majeurs qui ont marqué l'inspiration seizièmiste à l'opéra. Une Italie de songe et la question des guerres de religion. La genèse même de cette œuvre a son intérêt propre que je retracerai en 4 étapes. Fin juillet 1883, en séjour dans le Languedoc, Catulle Mendès, poète, conteur licencieux, romancier déjà décadent et critique théâtral tout-puissant, avait lu une première version de son conte à Sarah Bernard, dans l'espoir que l'actrice puisse en incarner le rôle titre. Malgré un accord de principe initialement donné, elle ne le fit pas, et il fallut attendre 1889 pour que la Reine Fiamette fût jouée une seule soirée, comme c'était de règle chez Antoine, au Théâtre Libre. La mise en scène était modeste et la distribution maladroite. Mais Catulle Mendès remanie son œuvre et la reprend 10 ans plus tard à l'Odéon, en 1898, avec un grand luxe de moyens cette fois, et de décors opulents. Le triomphe fut au rendez-vous, un mois de représentation et une recette tout à fait confortable que j'ai pu retrouver pour ce mois de janvier 1898. Dès cette saison pourtant, nombre de critiques notèrent combien le drame appelait la musique, et en somme l'opéra. Mendès se remit donc à l'ouvrage et tira un livret d'opéra de son drame, confia sa composition à Xavier Leroux et l'œuvre fut créée en 1903 avant de partir en tournée nationale puis internationale. Cette histoire un peu compliquée et l'obstination de Mendès à reprendre cette œuvre pour en élargir l'audience sont assez significatives. Il y avait ici, dans le contexte de la production théâtrale fin de siècle, un enjeu de nature esthétique dont le XVIe siècle pouvait être porteur et qu'il faut relier aux autres efforts contemporains pour l'invention d'un théâtre du songe en vers contre la machine du boulevard. Le XVIe siècle va servir alors, on peut le supposer, de milieu favorable. Mais le rêve n'est pas tout. Si fantaisiste soit cette œuvre, elle est marquée par un retour de la politique du XVIe siècle et des plus semblantes, qui semble détonner avec la couleur onirique de ce petit opéra, et surtout qui produit à l'époque, sur le public, certains effets marquants. Pourquoi ? Faut-il chercher dans la politique des années 1890 en France des raisons de l'impact de cette étrange reine Fiamette dans sa dimension politique? Ce seraient un peu les questions que je voudrais poser succinctement à cette œuvre tout à fait méconnue, où un 16e purement onirique en apparence devient contre toute attente violemment politique. Il va sans dire, mais je préfère le rappeler devant un public, devant un parterre d'éminents 16e-istes, que le 16e à l'opéra n'a guère à voir avec un 16e tel que les historiens d'aujourd'hui, ni les historiens de l'art, ni les philologues le connaissent, et qu'il faut une certaine dose de goût pour le kitsch décadent. Je ne sais pas celle-là. Comment on retrouve? Ah, je l'ai fermé, pardon. Zut. Attends. Oui, alors donc, voilà, si on peut réduire un tout petit peu. Voilà, ça c'est les trois folles de l'opéra dont je vais vous parler, avec photographie de la Belle Époque bien sûr, en costume, qui pour aimer ce type de représentation. C'est que la connaissance n'est pas ici l'enjeu. Il s'agit d'éblouir, de faire trembler, de faire aimer. Et l'amour lui-même, s'il prend bien le 16e pour atour, adopte la forme de la passion romantique. Alexandre Dumas, tout comme le Hugo d'Hernani, est passé par là. Et la Bologne où règne la reine Fiamette est aussi peu réelle qu'un royaume de comédie de Shakespeare ou qu'une principauté de Musset. C'est le petit texte 1 du dossier. C'est à l'époque où Bologne avait des rois, tout au moins dans la légende, et d'ailleurs un poète a le droit d'installer des dynasties où il lui plaît,
surtout dans ces petits États italiens du siècle de la Renaissance qui semblent avoir été posés dans l'histoire comme des décors romantiques qui attendent un drame, dit le critique de La Lanterne. Rêvez donc et non enseignez, et les décors sont là pour permettre ces transports oniriques. Je voudrais vous en montrer un premier. Alors celui-là, mais je les ferme chaque fois, Hélène, au secours. Je ne sais pas faire. Oui. Alors, mais on va tout de suite passer à la carte. Donc celui-là encore pourrait ne pas être Renaissance, mais celui d'après, voilà, celui d'après, qui est là, voilà, est tout à fait éblouissant. De quoi s'agit-il? Il s'agit du palais de Bologne. Vous avez sur le petit dossier la didascalie du décor, je ne la lis pas, mais on voit des magnifiques terrasses s'étageant sous les pins et cette cour rassemblée dans ces jardins italiens. Et le chroniqueur du Radical s'émerveille, il pousse maintenant à l'Odéon des décors somptueux en forme de palais italiens, de couvents fantastiques où des nonnes roses esquissent des pas voluptueux, des jardins merveilleux ou d'horizons embaumés et où la mort même semble exquise et enviable. Et de saluer les costumes, les habitants portent le plus galamment du monde, des pourpoints italiens, des robes de tableaux célèbres, des costumes de Paul de cour, fantaisistes et délicieux. Alors, encadré dans un décor pareil, ce conte dramatique va pouvoir déployer sans dommage ses plus invraisemblables péripéties comme affranchi de l'histoire. Et là, pardonnez-moi, il me faut 5 minutes pour quand même vous raconter cette histoire. La reine Orlanda, fantasque, coquette, comme une petite flamme, Fiammetta, qui lui a donné son nom, règne sur un petit royaume aux côtés de son mari, le comte d'Ast, qui la méprise et convoite son trône. Le méchant cardinal Sforza, que vous avez là au milieu, l'aidera à le conquérir. Il suffit de faire tuer Fiammetta. Un jeune novice du don d'Agnello, que vous verrez tout à l'heure, fanatiquement dévoué à l'Église, est à portée de main et tout disposé à se sacrifier, mais tuer une femme, est-ce possible? Il se récrie car lui-même aime et ne peut se résoudre à pareil méfait. Le cardinal le convainc cependant alors en lui faisant croire que c'est la reine jadis qui avait tué le frère qu'il aimait. Aussitôt, le pacte est conclu. L'assassinat va devoir avoir lieu le 6 avril, dans quelques jours, le temps que le jeune assassin en herbe aille prendre congé de son aimée dans le couvent qu'elle habite et où chaque nuit il la rejoint en secret sans savoir que cette délicieuse amante n'est autre que celle qu'il doit assassiner. La reine elle-même, cachée sous le nom d'Helena, est venue, comme c'est la coutume, faire retraite incognito dans ce monastère des Clarisses avec ses suivants. Tandis que les deux amants jouissent de cette merveilleuse trêve dans leur destinée, soudain fait irruption une courtisane, on parlait de la courtisane tout à l'heure, une courtisane de Bologne qui a surpris la conspiration et vient avertir la reine qu'un meurtrier va la tuer. Elle ne l'a vu qu'à la dérober, à l'auberge au premier acte. Tu le reconnaîtrais pourtant, demande Fiammetta en l'entraînant vers le lit où dort d'Agnello, et la courtisane stupéfaite identifie le conspirateur. Fiammetta se saisit alors d'un poignard pour tuer son assassin, avant qu'il ne l'assassine, mais elle comprend soudain qu'il ne sait pas qu'elle est la reine, et qu'il l'aime peut-être donc vraiment. Elle ordonne aussitôt, comme le matin du 6 avril se lève justement, qu'on la ramène à Bologne, si vite. Pourquoi? Pour être assassinée, répond-elle. Elle va donc au-devant de son meurtrier. Celui-ci doit commettre son méfait en faisant irruption au milieu de la fête, c'est à l'image ici, qu'elle donne dans les jardins du palais. Le voilà qui s'approche, sort la lame, va la frapper, mais la reconnaît soudain, elle épargne. Tout pourrait se terminer là, dans un dénouement joyeux de fantaisie, et sans doute je ne serais pas là pour vous parler de cette œuvre si ça s'arrêtait là. Mais, justement, en ce point précis, le comte espiègle se mue en drame noir, car le cardinal fait saisir l'assassin et promet sa mort à Fiammetta, sauf si elle abdique, ce qu'elle consent à faire.
mais à n'être plus reine, elle n'a plus le pouvoir sur le cardinal, qui l'exile au couvent des Clarisses avant de lui signifier sa condamnation à mort pour luthérianisme. Elle demande cependant comme grâce de pouvoir se confesser à un prêtre. C'est Danielo qui surgit. Confessez vos crimes, lui demande-t-il, à commencer par le meurtre de mon frère, mais Orlando se récriant, il s'aperçoit qu'il a été dupé dès le début par le méchant cardinal. Lorsque celui-ci vient saisir la condamnée pour la mener au billot, Danielo le frappe de sa hache au front, mais manque le tuer. Il est donc à son tour condamné. Et c'est le texte 3 du petit dossier. Liez cet homme et cette femme, ils s'aiment, c'est le jour de leur épithalame, et je veux vivre assez pour voir à mon signal l'hymen de leurs deux fronts au billot nuptial. Ainsi meurt Danielo et Fiamette, dans une fin caractéristique des drames romantiques auxquels Mendes avait assuré, avec 50 ans de retard, une improbable résurrection entre 1883 et 1903. C'est du moins ce que la critique mi-admirative, mi-narquoise nota en convoquant Alexandre Dumas, Victor Hugo, et en qualifiant même l'œuvre de mégathérium des temps romantiques, une sorte de mammifère préhistorique surgit par miracle sur la scène fin siècle. Mais pourquoi? Pourquoi cette résurrection d'un romantisme antédiluvien chez un poète parfaitement au fait des modes théâtrales du moment, juge implacable de ce qui se faisait de plus neuf et de plus beau sur la scène fin siècle? Pour comprendre cette entreprise à triple détente, Mendes au théâtre libre, Mendes à l'Odéon, puis à l'opéra comique, il faut la remettre dans le contexte des luttes théâtrales du temps. En montrant d'abord son œuvre au théâtre libre, Mendes faisait un coup de maître. Il affranchissait Antoine, directeur du théâtre libre, de la terrible réputation de naturaliste monomane que lui avait valu récemment la mise en scène de Germigny Lacerteux sur ce théâtre libre. Mais simultanément, il s'inscrivait dans le théâtre de la nouveauté, quoi qu'on en pense, d'un théâtre indépendant des jeunes d'avant-garde. Mais ça ne suffisait pas à une gloire. Une seule soirée, c'est difficile. Il fallait encore la consécration du grand spectacle. Il fallait, même sans Sarah Bernard, l'Odéon. L'œuvre pouvait alors, comme elle l'avait été chez Antoine, devenir un manifeste en faveur d'un théâtre poétique, contemporain, et rejoindre les efforts qu'à la même époque menaient sur la scène les symbolistes dans le sillage de Villiers de l'Isle-Adam. Pierre Quillard, Jean Lorrain, Saint-Paul Roux, Gustave Kahn, Ephraim Michael, Metterlinck. Tous s'efforçaient de se démarquer envers et contre tout des drames en prose à la Sardou, mais surtout de la comédie bourgeoise et du vaudeville. Le XVIe siècle de Mendes vaut ici donc leur Moyen-Âge indéterminé, et c'est pourquoi il s'agit d'un XVIe siècle vague, explicitement flottant, à la fois du point de vue chronologique et topographique, puisque cette Bologne appartient bien plus au rêve qu'à une Émilie-Romagne réelle. Cette indéterminée, la critique va la saluer sans arrière-pensée tout de suite, comme Henri Fouquier dans le Figaro, texte 4, il est bien clair que M. Catulle-Mendes sait mieux que moi qu'il n'y eut pas de royaume à Bologne. Ou bien un autre critique, texte 5, on s'endort ainsi que dans un rêve, inconscient de logique et de réalité, on voyage pendant quelques heures au pays des illusions, et ces heures-là, c'est autant d'effacer au cadran de la vie monotone et ainsi de suite. Pour parachever cette vaste entreprise de déréalisation, il y avait une ultime étape à franchir, c'est le passage à l'opéra, bien sûr, avec son faste accru de décors et de costumes, et qui pouvait pousser à son terme le lyrisme à la scène qu'avait amorcé, comme à rebours de l'histoire théâtrale contemporaine, la représentation chez Antoine. Et l'opéra offrait aussi l'avantage d'une audience plus large et de tournées possibles dans des pays non francophones. Éventuellement, il est parti en tournée notamment à Lisbonne. Le XVIe siècle est donc bien à comprendre ici comme une arme de combat théâtral actuel, à condition d'accepter que ce soit un siècle profondément
profondément revu par le romantisme, tout plein de cloîtres au clair de lune, de poignards qu'on dégaine, de bohémiens qui passent, de quiproquos fatals qui conduisent à la double mort extatique des amants assassinés. Pourtant, présenter les choses ainsi, sous ce seul aspect d'un théâtre du rêve et de la poésie, revient à négliger l'autre veine qui court dans la Reine Fiamette, la veine politique et religieuse, propre au XVIe et dont Mendes n'a garde en homme de théâtre extrêmement avisé de négliger le potentiel dramatique tel que les grands opéras de Scribe et Meyerbeer l'avaient déjà exploité au milieu du siècle. La violence religieuse surgit dans cet opéra avec une brutalité croissante à partir de l'acte 3 et renverse ce conte espiègle dans une tragédie que je vous ai un peu décrite tout à l'heure. Au début, l'accusation de l'luthérianisme chez cette reine italienne n'est pas très consistante. Lorsque le cardinal montre le palais au jeune Danielo, ça devient plus sérieux, texte 6. Vois ce palais charmant, une hérétique avec le diable pour amant, il triomphe, impudique et sanglante, et sa honte, en exemple établi à tout un peuple, affronte les vertus en détresse et l'Église en péril. La fantasque petite reine, qui ne rêve que galanterie, musique et danse, ne semble pas très crédible en grande figure protestante, mais tout change lorsque le jeune amant est menacé du tribunal des franciscains, promis à la réclusion et sans doute à la mort par le cardinal. Et c'est là que viennent les répliques les plus osées du drame, sans doute, ou du moins les plus anticléricales, c'est le texte suivant. Mais ils vont le tuer. Je connais leur féroce justice, des bourreaux, ces franciscains. La crosse du prieur, c'est la hache, et leur noir tribunal, c'est déjà l'échafaud. Moi, reine, car je suis reine, je ne puis rien, rien. Comme ils ont vite courbé leur tête, ces hommes, lâchetés à toute honte prête, devant ces frocs. Luther a raison, tout le mal vient des moines. Rien? Non, rien, c'est infernal. Alors, cette invective ne va pas être reprise dans l'opéra. On peut se demander pourquoi on ne la retrouve pas dans le livret d'opéra, peut-être parce qu'elle est trop raisonneuse, trop discoureuse pour être chantée, ou peut-être même à cause de son exclamation tellement saisissante, Luther a raison, trop provocatrice. Toujours est-il que, drame ou opéra, l'œuvre s'achemine vers une mise à mort religieuse et politique tout ensemble des deux amants et rend donc hommage aux deux grands opéras d'inspiration xvième-iste de Meyerbeer, les Huguenots d'une part, dont les héros Valentine et Raoul, récemment mariés, sont exécutés par les arquebusiers catholiques, et le Prophète d'autre part, où Jean meurt dans les bras de sa mère, significativement nommé Fides, dans l'incendie qu'ont allumé les forces catholiques. Mendes, à son tour, exploite le potentiel dramatique de ces grands antagonismes entre l'individu et l'institution constituée, entre l'amour et la raison d'État, entre catholiques et protestants. Il donne ainsi, contre toute attente peut-être, une dimension politique et religieuse à ce qui pouvait à bon droit passer pour une jolie bluette d'opérette 1900. Sans doute, et contrairement au Meyerbeer du Prophète, ces motivations étaient-elles d'abord dramaturgiques et poétiques, bien plus qu'idéologiques. Lorsqu'il compose son conte dramatique en 1883, il ne s'agissait pas de proposer une œuvre de circonstance, mais au contraire de tourner le dos au réel et d'inventer ou de réinventer un théâtre du songe. Or, par un étrange phénomène qu'il faut évoquer pour terminer, ce sera mon dernier point, la politique semble avoir rattrapé cette œuvre, cette Reine Fiamette, non pas au moment de sa création, en 1889, mais lors de sa reprise à l'Odéon, en 1898. L'année 1898 s'était ouverte, rappelons-le, faut-il le rappeler, par la publication du J'accuse de Zola dans l'Aurore, et avait été entièrement traversée par les divisions de l'affaire Dreyfus. Celle-ci était de si brûlante actualité
que les spectateurs en trouvèrent l'écho jusque dans certaines répliques du drame de Mendès, pourtant prononcées dans des palais bolonais du XVIe siècle et par des héros en pourpoint et des héroïnes en longues robes armoiriées. Je vous montre deux des esquisses, je ne sais pas si je vais y arriver, hop. Voilà, là par exemple, ça c'est Daniello. Il y a aussi la robe de l'héroïne, voilà. Ça, c'est l'esquisse du costume d'Orlanda. Alors, revenons, on peut passer à Daniello tout de suite, là, revenons sur le rôle du travesti, parce que dans la pièce, l'amant est joué en plus par une femme, une très grande actrice de la fin du 19e qui s'appelle Madame Segon-Weber. Alors revenons sur ce travesti, le critique de l'Aurore, donc le journal de J'accuse, écrit la chose suivante. C'est le texte suivant. Mais fallait-il encore féminiser l'ouvrage en donnant une femme pour amant de la reine? Il est heureux encore que le poète n'ait pas fait jouer le cardinal par un travesti. Il fallait bien représenter le général. Il fait bien représenter le général Zurlinden par Orlanda en lui donnant à dire ces deux vers qui ont emporté. Mes juges, il faut que je les avertisse pour que ma volonté soit leur seule justice. Alors, les historiens de l'affaire Dreyfus comprendront pourquoi ces vers sur l'arbitraire d'une justice aux ordres du pouvoir, prononcés par une reine imaginaire du XVIe siècle, auraient emporté en décembre 1898. C'est que, durant l'automne de cette année-là, le général Zurlinden, éphémère ministre de la guerre, et qui persécutait le colonel Picard, grand défenseur de Dreyfus, n'avait reculé devant aucune manœuvre pour empêcher la révision du procès, jusqu'à menacer de démissionner de son ministère si elle était décidée, cette révision. Mes juges, il suffit que je les avertisse pour que ma volonté soit leur seule justice. Aux yeux des spectateurs, vers ont emporté, aux yeux des spectateurs, l'affaire s'invite donc brutalement dans l'arène Fiamette, sans bien entendu que le texte de Mendès, le pauvre, composé en 1883, revu en 1889, n'y fut pour rien. Il y avait pourtant dans ce récit tragique tel que je vous l'ai raconté, comme dans ceux de Scribe et pour les opéras de Meyerbeer, une représentation si poignante de l'intolérance religieuse du XVIe, de l'arbitraire d'une justice aux ordres, qu'elle pouvait créer des remous dans des salles de spectacle d'une France de 1898, chauffée à blanc par l'affaire. Ainsi, l'arrêt qui condamnait Orlanda dans le texte de 1889 ne pouvait-il sans doute être entendu sans saisissement par les spectateurs de 1898. C'est l'avant-dernier texte. Nous, Pierre, abbé, commis du siège apostolique, à poursuivre en tout lieu, clandestine ou publique, l'hérésie exécrable et folle de Luther, en vertu de la bulle Indulgent Noster, requérons qu'Orlanda, maléfice notoire, suspecte de prêter aide au schisme infernal du dit Luther, paraisse à notre tribunal pour être, au nom du roi Jésus qu'elle renie, absoute s'il se peut et s'il le faut punir. Voilà donc une reine condamnée sans preuve aucune par un tribunal corrompu. Assez d'injustice, assez de scandale pour que le rapprochement de ce XVIe siècle avec les injustices et les corruptions du moment soit opéré dans les esprits manifestement. Et c'est ce qui s'est produit encore quelques années plus tard, et toujours à propos de l'affaire Dreyfus, dans l'esprit du grand dramaturge Victorien Sardou. Celui-ci avait en effet connu sa gloire première en 1874 par une pièce qui s'appelle Patrie, qui est extraordinaire. C'est une pièce à sujet xviémiste qui se passe dans les Flandres sous domination espagnole. Il faudrait la raconter, mais enfin, c'est un drame très très poignant. Et
qui semble à Sardou, même 30 ans après, trouver une nouvelle actualité dans l'affaire Dreyfus. Et c'est ça, c'est ce dont il s'explique dans une lettre extraordinaire adressée au directeur du journal anti-Dreyfusard, Le Gaulois, qu'Olivier Goetz a récemment retrouvé et publié l'année dernière. Et je vous en cite un extrait, c'est une lettre beaucoup plus longue. C'est le dernier texte. Vous avez raison, mon cher Meyer, de relire Patrie, car cette pièce est inspirée par les mêmes sentiments que mes lettres. L'horreur de l'arbitraire, de la violence, de l'iniquité, la haine de tout despotisme, de tout fanatisme, de tout abus de pouvoir, de tout déni de justice, de toute condamnation occulte. Car rien ne ressemble plus en effet au premier acte de Patrie que ce qui s'est passé pour cette exécrable affaire. Relisez ce premier acte, vous ne sauriez mieux faire, et vous verrez comment un malheureux peut être arbitrairement et illégalement jugé et condamné par l'état-major du duc d'Albe aux applaudissements de la canaille. Ah, je vous félicite, car vous avez fait de la belle besogne, vous et vos pareils. Dreyfus n'est-il pas coupable? Je n'en sais rien, mais j'ai le droit de le savoir, et je veux le savoir. Ce n'est pas à nous de vous prouver qu'il est innocent, c'est à vous qui l'avez condamné à nous prouver qu'il est coupable. Et cette preuve, nous l'exigeons. Nous ne reconnaissons pas le droit à vos amis de friser la moustache, de faire sonner les éperons et de nous répondre « il ne me convient pas de vous la donner ». Ces choses-là sont bonnes au XVIe siècle, dans l'état-major du duc d'Albe ou de Noircarme. Au XIXe, il n'y a pas un homme de sens droit, de cœur, un véritable honnête homme, pour les admettre sous prétexte de raison d'État. Relisez Patrie, croyez-moi, et Amitié, Victorien Sardou. L'actualité du XVIe siècle pour le XIXe se peut-elle mieux révéler? Considérée sous ce jour, la reine Fiamette de Mendès s'éclaire d'une signification nouvelle et éblouissante, me semble-t-il. Sans doute ce conte dramatique de Mendès, un peu oublié, présentait-il pour l'esthétique théâtrale fin de siècle des enjeux dramaturgiques importants et s'inscrivait-il dans le difficile combat du théâtre d'art. Mais si étrange qu'il puisse le paraître, ce XVIe siècle largement imaginaire, prétexte à d'élégantes rêveries d'amours en pourpoint, produit des étincelles lorsqu'on le frotte à l'actualité. C'est qu'au théâtre et à l'opéra, fussent-ils les moins réalistes, on n'échappe pas à la force dramatique et au déchirement que le XVIe siècle a produit à 300 ans de distance et aux leçons qu'il continue à donner pour l'aujourd'hui de la Belle Époque.